Bienvenue sur cette chaîne des carnets en cristal. Aujourd'hui, nous allons parler, on va décrypter ce qui s'est passé en Colombie avec les 4 enfants qui ont été retrouvés après avoir passé 40 jours dans la jungle. Bonjour, bonsoir, ça tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo et bienvenue sur cette chaîne. Ici, je parle du... Oh là là, j'ai perdu l'habitude. Ici, je parle du fait de conserver son récit de vie dans un journal. Ça peut être un journal intime, un journal de vie ou un journal de bord ou un planeur, enfin, voilà, appelle ça comme tu veux. Je parle aussi de transmission, la transmission du parcours de vie euh, et de famille aussi, le transmettre en héritage à la jeune génération de la famille. Cela leur permettra d'avoir des racines, des repères, de mieux comprendre aussi les situations qu'ils vont plus tard rencontrer dans leur vie et de pouvoir aussi mieux les affronter. Alors, si c'est un projet qui te plaît, qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle vidéo qui est publiée. Ça y est, c'est fait. Let's go. Alors, le sujet du jour, nous allons un peu décrypter ce qui est arrivé, comment il est possible que ces jeunes enfants aient été retrouvés vivants après 40 jours perdus dans la jungle. Alors, pour commencer, je dirais que je me suis basée sur l'article du journal Le Figaro du 11 juin 2023, parce que j'ai trouvé dans cet article toutes les informations dont j'avais besoin pour pouvoir préparer cette vidéo. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire les autres journalistes, vous n'avez pas fait votre boulot. Hein, ce n'est pas du tout ça, c'est que j'ai rentré quelque chose dans le moteur de recherche et je suis tombée sur le premier article que j'ai trouvé, j'ai ouvert et puis voilà. Et en fait, j'ai décerné en analysant justement ce qui s'est passé, j'ai discerné qu'il y avait 4 traumatismes auxquels les enfants ont fait face. Au minimum, hein. Il y a peut-être plus, mais il y en a 4. Le traumatisme du crash de l'avion, premièrement. Deuxièmement, le traumatisme de l'agonie de la mère et par la suite son décès. Troisièmement, le traumatisme d'être perdu dans l'infini, même s'ils étaient habitués avec la jungle, mais ils sont perdus dans l'infini. Comment ils pouvaient trouver la sortie et retrouver leur communauté? C'est très difficile. C'est la même chose que d'être perdu en pleine mer. Tu vois l'eau partout, tu ne vois pas le rivage. Et le traumatisme ou l'angoisse permanente d'être attaqué par les animaux sauvages. Et quand on parle d'animaux sauvages, ce ne sont pas des petits insectes qui te piquent. Non, hein, c'est vraiment, ça peut être des ours, ça peut être des pumas, vraiment des animaux carnivores, quoi. Donc, malgré tout ça, surtout l'aîné, parce qu'en plus, il y a eu la charge des enfants, des 3 plus jeunes, elle a réussi à maintenir, à rester en vie et à maintenir sa fratrie en vie. Comment est-ce possible? Alors, lorsque j'ai lu l'article du journal Le Figaro, donc du 11 juin 2023, là, on pourrait dire c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle, mais en réalité, ces enfants-là étaient déjà préparés à surmonter cette épreuve. En fait, ce récit est venu une nouvelle fois, ce n'est pas la première fois hein, qu'il y a des choses qui se passent quelque part dans le monde, mais c'est un récit supplémentaire qui est venu une nouvelle fois donner, comment dire, donner l'explication de ce qu'est une épreuve. Alors déjà, le mot épreuve, on peut le trouver dans le domaine scolaire. Quand, après avoir été enseigné sur une leçon, le professeur peut donner un contrôle. C'est une épreuve. À la fin de l'année, pour préparer, pour obtenir un diplôme, les élèves passent des épreuves. Voilà. Et ainsi de suite. C'est quoi l'objectif, en fait? Qu'est-ce que révèlent les épreuves? Les épreuves révèlent tout simplement si les leçons qui t'ont été enseignées, est-ce que tu les as bien apprises? Voilà. Et cet article du Figaro montrait très bien que les enfants avaient tout ce qu'il fallait pour pouvoir se monter. En tout cas, l'aîné avait déjà été formé pour pouvoir faire face à ce type d'épreuve. Là où peut-être ceux qui sont habitués à la vie moderne diraient non, c'est pas possible, être perdu dans la jungle, ah non, moi je pourrais jamais.
comment je peux dormir sans mon smartphone pour m'amuser, ou comment je peux, je sais pas moi, comment j'ai pas mon doudou, j'ai pas mes jeux, j'ai pas mes ci, j'ai pas mes ça. Et eux, ils ont réussi. Donc, je crois qu'ils avaient quand même un téléphone, hein, je crois, si je me trompe pas, qui, pendant un temps, c'est ça qui les amusait. Et donc, on va un peu décrypter comment c'est possible qu'ils aient pu, qu'est-ce qui était déjà préparé en amont, quelle formation qu'ils ont reçue en amont c'est ce qui a fait que ils ont été retrouvés vivants. Déjà, ce que je vais dire en premier, c'est que l'article met en évidence que depuis l'âge de 5 ans, à 5 ans, l'aîné s'occupait déjà de son plus jeune frère. Et cela, elle le faisait pour aider sa maman. Et ça, c'est très intéressant. Parce que là où, à 5 ans, ceux qui sont dans la vie moderne vont acheter des poupées à leurs enfants, et puis quand ils en ont marre, vont jeter la poupée comme ça, n'importe comment, elle était déjà formée à la vie réelle. Et qui dit s'occuper de son petit frère, c'est-à-dire pas simplement jouer, savoir le consoler, le cajoler, changer les couches, le nourrir, peut-être même l'aider à préparer la nourriture, s'occuper du linge à 5 ans. Ça, c'est le point numéro 1. Et ça fait partie de la force de transmission. Deuxièmement, il semblerait qu'il y a des photos de petites cabanes qui ont été prises. Et lorsqu'on a montré les photos à la tante, elle a dit certainement, elle pense que c'est Leslie, l'aînée, justement, qui a construit ces tentes parce que lorsqu'elle était plus jeune, elles s'amusaient toutes les deux à construire des huttes. Des huttes, c'est quoi? Si tu sais pas c'est quoi une hutte, H-U-D-T-E, va lire dans le dictionnaire. Alors, mais pour faire court, je te dirais des huttes, ce sont des petits abris qui sont construits à partir des matériaux nobles de la nature. Ça peut être des branchages, ça peut être du bois et tout ça. Et donc, elle a construit ça certainement, hein, je ne suis pas catégorique dessus, mais certainement, c'est elle qui a construit ces petits abris de fortune pour pouvoir protéger les aînés, elle-même aussi se protéger. La force de la transmission. Ensuite, quels éléments qu'il y a? Ces enfants étaient déjà habitués avec la jungle. Donc, le milieu hostile en tant qu'indigène, ce n'est pas du tout étonnant. Donc, on connaît la vie des indigènes, hein, voilà. Ils sont très proches de la nature, ils sont habitués avec la nature. Donc, ils connaissaient le milieu hostile de la jungle et aussi les dangers de la jungle. Là, c'est la force de la transmission, mais aussi des habitudes. Ils savaient qu'est-ce qui était consommable et de ce qui était toxique. La force des habitudes et la force de la transmission. Vous voyez, en fait, c'est un cas supplémentaire qui vient s'ajouter à d'autres cas qui montrent ce qu'est une épreuve. Les épreuves révèlent si les leçons que tu as apprises plus jeune, les leçons de la vie, hein, je parle entre autres, est-ce que tu les as bien apprises? Ou si ça n'a pas bien été appris, qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Parce que la vie, c'est ça, c'est une succession d'épreuves. Lorsque nous rencontrons des épreuves, nous avons tout ce qu'il faut en main pour pouvoir les affronter. On a tout. Quelle que soit l'intensité de l'épreuve, on a déjà tout. Mais des fois, on n'en a pas conscience. Et des fois, voilà, il y a l'ignorance, on ne sait pas qu'on a tout ce qu'il faut contre les mains. Et le cas de ces jeunes le révèle, et c'est pour ça que je voulais en parler. Et par contre, le point qui est intriguant, c'est comment ça se fait qu'il n'y a aucun animal sauvage qui ne les a attaqués? Alors, je ne sais pas s'ils ils en ont rencontré, hein, quand même en 40 jours, ils peuvent facilement en rencontrer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont tenté de les attaquer aussi, mais toujours est-il, ils s'en sortent sans aucune égratignure grave à ce niveau-là. Comment est-ce possible? Et avant de lire justement cet article du Figaro, je me suis dit, à tous les coups, c'est qu'ils ont une connexion spéciale. Il y a une connexion, en fait, une connexion qui est liée à la force de l'habitude, parce qu'ils étaient déjà habitués avec la jungle. Donc, ce qui fait comment ça s'appelle? La force de situation déjà vécue. Si ce sont les bons mots, hein. Les situations déjà vécues. Il y a ce qu'on a déjà vu. Quand on dit, ah, mais ton visage me dit quelque chose, tu as déjà vu quelque part. C'est pareil. C'est pareil pour les situations. Et qu'il y a une connexion avec la nature qui est assez spéciale. Et la réponse se retrouve justement dans cet article où c'est noté que
comment dire, qu'il y a une connexion qui est faite avec la nature, et cela dès que l'enfant est dans le ventre de sa mère. Ah, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire de dire ça. Je dis, ah, c'est bien de trouver des arguments de ce qu'on avance, de tout ce qui se passe dans le ventre de la mère avant la naissance de l'enfant. Voilà. Et ça peut expliquer aussi, donc ce qui veut dire que tout ça peut dire que cette connexion, elle peut se faire depuis dans le ventre de la mère, tout comme ça peut se faire dès le plus jeune âge. Si je dois prendre mon cas, par exemple, moi, j'ai grandi en Guadeloupe et puis précisément dans la ville de Pointe-à-Pitre, qui est une des villes principales de l'île. Si tu as déjà été en Guadeloupe, avant d'entrer dans la ville, mais vraiment les quelques minutes ou voire secondes avant d'entrer dans le centre-ville même, tu vas voir qu'il y a une grande tour colorée. Et moi, j'ai grandi là. D'accord? Alors, tu vas dire, c'est super coloré, ça doit être sympa et tout. Sauf qu'à l'époque où j'habitais là, alors, bon, des fois, on pouvait trouver des jeunes qui traînaient et tout ça, mais le quartier chaud, c'était plus la tour d'à côté, la tour numéro 1. C'est là qu'il y avait il y avait des crimes, enfin bref, il y avait pas mal de choses. Et en plus, la particularité de cette tour là où j'ai grandi, c'est que les escaliers ne sont pas très éclairés. Donc, n'importe qui pouvait se planquer là pour te braquer s'il connaissait tes habitudes d'entrée et de sortie. Et c'est la même chose pour les escaliers de secours. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai grandi là, et ce qui fait que j'ai jamais eu peur, il m'est jamais arrivé rien de grave. Donc, de sorte que lorsque je suis arrivée en Europe, qu'on me disait, fais très attention, il ne faut pas passer dans tel quartier seul, parce que c'est quartier chaud, on peut t'agresser et tout. Moi, ça ne me disait rien, en fait. Parce que, en fait, j'ai créé une connexion avec ces quartiers dits chauds. Ça ne veut pas dire que je connais les codes, hein, mais j'ai tellement entendu des choses qui se sont passées justement à la tour d'à côté, des fois même mes amis proches qui connaissaient les personnes en question. Et moi, cette capacité de je, la capacité que j'ai de vivre les situations qu'on me rencontre. En fait, ce que les lunettes 3D te font vivre au cinéma, moi, je le vis de façon naturelle. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que l'habitude, enfin, la force de l'habitude fait que, bon, mais quand on me dit ça, c'est quartier chaud, ça ne me dit rien, en fait. Donc, tout ça pour dire, en fait, ces jeunes, ils ont été préparés inconsciemment à cette situation. En tout cas, l'aînée, malgré les 4 traumatismes, elle a réussi à faire en sorte qu'ils s'en sortent tous vivants, et vraiment, félicitations, quoi, chapeau bas, hein, même s'il n'y a rien de surprenant en réalité dans tout ça, parce que voilà, ils avaient tout en main pour pouvoir survivre, et surtout de maintenir le dernier, le dernier de 1 an en vie dans des conditions aussi extrêmes, aussi longtemps, en termes de manque d'eau et tout ça. C'est surtout ça aussi qui est surprenant. Mais quand on examine bien, tout était déjà prêt, les habitudes étaient déjà là et les leçons étaient bien apprises. Alors, quelles leçons que nous, en tant qu'adultes, ou encore en tant que parents, ou en tant que jeunes, on peut retirer de ça? Si toi, tu es parent et qu'un jour tu es bloqué, je ne sais pas où, quelque part, soit tu es hospitalisé ou tu es bloqué à ton travail, parce que ça arrive, hein, souvent là où tu habites, il peut y avoir des tempêtes, des trucs comme ça, ou tu peux être bloqué sur la route, tu peux être bloqué dans le train. Est-ce que tu te sentiras en sécurité en te disant, en tout cas, mon enfant va pouvoir préparer quelque chose à manger? Quand tu vas préparer à manger, il ne va pas mettre le feu dans la maison. Ça, c'est important, parce que ce ne sont pas tous les plats qui se préparent avec le feu, qui nécessitent une cuisson. Est-ce que mon enfant sera capable de donner le bain aux plus jeunes ou de les distraire en attendant, ou de les calmer en attendant que je rentre? Parce qu'en réalité, toutes ces petites choses, parce que quand les enfants sont petits, ça les amuse de faire la vaisselle. C'est un amusement, c'est le moment pour leur apprendre toutes ces choses. Faire la vaisselle, passer l'aspirateur, ranger leur chambre, parce que c'est un amusement pour eux. Même si des fois, ça peut être un peu la guerre, parce qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais quand ils sont petits, à la base, c'est un amusement. Ça devient une corvée en grandissant, parce que on a envie de passer du temps à faire autre chose que de ranger la maison, de faire le ménage ou de mettre de l'ordre. Donc, donc voilà, est-ce que tes enfants sont autonomes, suffisamment autonomes? Ne dis pas, oui, oh, l'enfant est encore petit, il a encore le temps d'apprendre. Non, non.
Parce que ce qui a appris très jeune a plus de chances de rester de façon indélébile, même s'il y a une période de la vie où on est un peu, où l'enfant peut paraître perdu, mais ça reste. Ça va revenir tout naturellement, justement, parce que la leçon a été apprise par le passé. Mais si ça n'a pas été bien appris jeune, adulte, ça va être plus difficile. C'est pas impossible, hein, mais c'est beaucoup plus difficile. Et puis, il y a un appel que je voulais lancer, si ça peut arriver jusqu'en Colombie, parce que je ne parle pas encore couramment l'espagnol, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises. Ce qui serait intéressant, c'est lorsque les enfants vont se retrouver dans un milieu familier, parce que la dépression, après un choc post-traumatique, est déjà à la porte, hein, de toutes les façons, de leur donner de quoi écrire ou de quoi dessiner pour qu'ils puissent extérioriser ce qu'ils ont vécu et garder ça en mémoire, parce que ça pourra toujours leur servir plus tard, non pas pour entretenir le traumatisme, mais pour que certains détails, ils ne les oublient pas. Donc, leur offrir des feutres. Peut-être dessiner, ça sera beaucoup plus simple que d'écrire. Peut-être Leslie, elle sera beaucoup plus à l'aise pour écrire si elle sait écrire. Je ne sais pas, hein, parce que je n'ai pas toutes les informations. Je ne connais pas la vie des indigènes en Colombie, à quel point ils sont avancés ou pas. Mais il serait intéressant qu'elle puisse noter certaines choses pour qu'elle n'oublie pas. Et que les enfants puissent dessiner aussi. L'aîné aussi, hein, Leslie peut dessiner. Ça serait un moyen d'extérioriser ce qui s'est passé. Alors, il n'y aura pas que ça hein, qui va les aider, mais voilà. Je ne sais pas si le mot dépression aussi existe dans leur communauté, parce que chaque culture a des mots qui n'existent pas là où, en Occident, on va parler par exemple de traumatisme ou de dépression, ou peut-être eux, ils vivent ça autrement, ou ils appellent ça autrement. Donc voilà, c'est un appel que je voulais me lancer parce que c'est en lien justement avec mon engagement justement par rapport à la transmission et à conserver en mémoire son récit de vie de façon écrite. Et puis ça fera aussi partie non seulement de son histoire personnelle, mais si elle le veut après partager avec pas uniquement l'aîné, mais les enfants voudront partager ça avec les enfants qu'ils auront plus tard, s'ils en ont. Ça serait super intéressant parce qu'au moins, ils auront gardé en mémoire des détails qui, peut-être avec le temps, la mémoire va effacer et que ça ne va plus du tout ressurgir. Voilà, c'est l'appel que je voulais lancer. Et puis, les leçons que je voulais partager aussi de ce récit qui est vraiment inspirant et qui nous montre une fois de plus que les épreuves révèlent si on a bien appris les leçons ou pas. Alors, si on n'a pas bien appris, bon, on ne va pas culpabiliser. Ben, l'épreuve est là pour pouvoir justement apprendre une bonne fois pour toutes et préparer à la prochaine épreuve de la vie, parce que la vie est remplie d'épreuves, hein, c'est jamais linéaire. Heureusement d'ailleurs, je pense que c'est très bien que les choses se passent ainsi dans le monde dans lequel on vit. Et puis voilà, c'est tout. Alors, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à mettre aussi un commentaire, à dire ce que tu en penses, comment tu vois les choses, les leçons aussi, d'autres leçons qu'on pourrait tirer de cet événement-là. Et puis, je te dis à très bientôt. Comment je disais ça encore? À très vite pour la suite, c'est ça, hein? Je me rappelle, il faudrait que je revoie les vidéos. Ciao!